Donc, l'événement Vitam a été lancé pour remplacer la traditionnelle journée programme qui était faite chaque année pour présenter les versions majeures de Vitam. La version 3 est sortie en mars. On pensait faire une journée fin avril, puis après fin septembre. Et puis, on s'est rendu compte que c'était un peu risqué et les conditions d'accueil aux Archives nationales ne permettaient pas d'accueillir quasiment. Enfin voilà, ça valait pas le coup de prendre ce risque-là. Donc, on a préféré lancer quelque chose de différent avec donc 6 jours de conférences en ligne autour de Vitam, de son actualité, des projets qu'elle mène, et puis également autour de projets un peu peut-être annexes, mais avec lesquels finalement on interagit beaucoup. D'où notre demande à Lorraine Béchard-Faye au CINES de présenter Pastis, sachant que pour resituer, et en même temps, à mon avis, Lorraine, tu vas resituer peut-être. Oui, Ouais, j'en parle. donc je vais m'arrêter à ça. D'un point de vue pratique, alors l'outil, là, on vous invite à fermer vos micros, ou je le ferai parce que vraiment, ça fait des interférences qui peuvent être gênantes pour tout le monde. Normalement, c'est plutôt en fin d'atelier qu'on propose de prendre la parole pour poser des questions. Lorraine, si tu veux modifier ça, enfin moi je suis là, donc je peux gérer la partie main levée, puisque c'est comme ça Oui, que vous ça pouvez serait prendre la parole. ouais. C'est doublé de l'outil Framapad. Vous aviez le lien sur le mail qui vous a été envoyé ou en ligne. C'est vraiment pour doubler. Ça peut alourdir la gestion pour vous de votre écran, mais c'est pour ceux qui ne peuvent pas rester pour les questions ou qui ont peur de perdre le fil de leurs questions ou qui n'ont pas le micro ou qui ont rejoint la conférence par téléphone, par exemple. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dessus. On en reparle après, sachant que si vous êtes identifié et que vous êtes là, l'idéal est de vous donner la parole à ce moment-là. Sur Life Size, il y a une autre possibilité pour augmenter votre écran. Je me suis rendu compte que je ne l'avais pas dit à aucun moment, c'est que vous pouvez jouer normalement entre les petites vignettes qui s'affichent et l'écran où est projetée la présentation. Il y a une petite flèche qui vous permet d'agrandir ou de diminuer un des deux écrans et ainsi d'avoir une vision plus importante sur la présentation qui vous est partagée. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des modalités pratiques. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Bon, Lorraine, je te laisse prendre la parole. L'écran est projeté. Je vais couper le micro pendant ce temps-là, moi. OK, merci Alice. Merci. Alors, donc, bienvenue à tous. On va parler cet après-midi de Pastis, donc, qui est un outil pour pouvoir générer des profils d'archivage et des profils d'unité archivistique en CEDA 2.1. Donc, on ne va pas parler d'alcool et de la recette du pastis, bien évidemment, mais c'était la blague, on ne pouvait pas s'empêcher de la faire celle-là. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, parler du contexte, dans quel cadre ce projet est né. Puis je vous présenterai le périmètre et les fonctionnalités. Donc on ira sur l'outil et je ferai une petite démo. Et puis je finirai par la feuille de route, donc les prochains développements qui sont prévus et le calendrier. Donc au niveau du contexte, alors cette slide-là, je pense que vous l'avez déjà vue pour ceux qui ont déjà assisté à d'autres présentations. Mais donc Pastis, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de Vitam et notamment de la participation du CINES à Vitam UI. Ce n'est pas la seule contribution que le CINES va faire pour Vitam UI, mais c'est la principale contribution. Donc pour ceux qui n'auraient pas assisté à la présentation de Vitam UI, je resitue rapidement dans le contexte. L'objectif de Vitam UI, c'est de créer une interface utilisateur qui regroupe des briques d'administration, technique et fonctionnelle, et de gestion métier pour pouvoir accéder à Vitam, comme le fait aujourd'hui l'IHM Démo, mais en plus consolidé et de manière plus complète et stable sur le long terme. Donc il faut savoir que c'est un projet qui est collaboratif, qui est fait en open source dans la mouvance Vitam. Donc les acteurs qui participent à Vitam UI sont cités sur la slide. Et ce code-là a déjà commencé et à terme sera complètement reversé à la maintenance de Vitam et ça sera intégré au produit Vitam. Donc la méthodologie que l'on a adoptée, on est aussi dans la continuité de ce qui se fait pour Vitam en mode agile et on expérimente aussi dans ce cadre-là une méthodologie du UX design, c'est-à-dire qu'on dessine d'abord les maquettes du point de vue
fonctionnelles, et après on met en œuvre et les développeurs donc se basent sur les maquettes pour coder l'application. Et donc un point à souligner, c'est que donc le contexte, enfin la production Vitam UI, c'est finalement la première réalisation concrète du club utilisateur Vitam qui est en train donc de naître. Donc nous, c'était très important pour nous, CINES, de participer à cette mouvance Vitam UI parce que comme on est en train de réorienter notre système d'archivage électronique vers Vitam, on avait bien évidemment besoin d'une interface d'administration fonctionnelle et technique, aussi de gestion métier, mais surtout une interface d'administration fonctionnelle et technique. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Et on le verra plus tard, on avait un fort besoin au niveau des profils d'archivage. C'est aussi pour ça qu'on a pris cette compétence-là à charge. Donc, juste pareil pour resituer Pastis dans l'architecture de Vitam UI. Donc, Vitam UI, c'est un front office qui se greffe sur le back office Vitam. Et donc, là, on voit, il y a des briques au milieu, d'IHM d'administration des utilisateurs, les IHM métiers de versement et de recherche, et puis tout ce qui est briques fonctionnelles, et donc la contribution du CINES qui s'appelle Pastis, qui est à la base le nom de notre projet de développement en interne. Dans Vitam UI, le petit nom qui a été trouvé pour cette application-là, ça sera l'appellation profil documentaire, pour que ça ait un sens, parce que sinon Pastis en tant que tel, ça n'avait pas forcément de sens. Donc, dans le cadre de Vitam et de Vitam UI, ça sera bien une app profil documentaire qui sera affichée sur le portail au milieu des autres apps de gestion des formats, de gestion des contrats d'entrée, etc. etc. Mais finalement, ce besoin-là de créer des profils d'archivage, il existait avant Vitam, il est né du CEDA, et il est plus large aussi que la communauté Vitam. Nous, côté CINES, on avait quand même un besoin fort de profils d'archivage, mais aussi de profils d'unité archivistique, parce que tout notre contrôle qualité des métadonnées qui sont versées en entrée est basé là-dessus. Sur le système d'archivage électronique que l'on opère depuis un peu plus de 10 ans, on a maintenant, donc on a le CEDA 1 qui est implémenté seulement, et donc on a déjà une cinquantaine de profils d'archivage qui existent et que l'on va devoir convertir pour les basculer dans Vitam. Et donc, toute notre conversion de données va être basée sur ces profils qu'on va faire. Donc, il était important pour nous d'avoir un outil sécurisé pour pouvoir effectuer ces conversions. Et puis après, dans l'avenir, comme tous les projets d'archives possèdent un ou plusieurs profils d'archivage, il était important pour nous d'avoir un outil qui nous permettait de faire ça de manière facile. Et ce qui existe encore aujourd'hui sur le marché, c'était Sherpa, donc un CEDA 2.0, plus un certain nombre de retouches manuelles, du coup, pour le rendre compatible avec du CEDA 2.1. Et donc ça, c'était trop risqué en termes de prise de risque pour la conversion des données. Les retouches manuelles étaient trop risquées pour qu'on puisse partir et accepter cet état-là et rester là-dessus. Et puis, comme je le disais, on avait aussi besoin de faire des profils d'unité archivistique, et ça, Sherpa ne couvrait pas ce périmètre-là. Et donc, à l'époque, quand on a commencé nos réflexions, c'était donc l'année dernière, on avait très peu de visibilité sur les évolutions de Sherpa. Donc, comme on s'est mis dans le contexte de Vitam UI, on a dit, on a la capacité à prendre ça en charge et on y va, on se lance. Donc, la première des étapes, ça a été quand même de regarder le code de Sherpa et de voir dans quelle mesure on pouvait repartir de ce code-là. Parce que dans l'idéal, on n'avait pas spécialement envie de repartir de zéro et c'est pas forcément satisfaisant que de faire ça. Mais assez vite, on a eu quelques difficultés parce que les technologies qui avaient été utilisées pour développer Sherpa n'étaient pas forcément en phase ou compatibles avec les technologies de Vitam. Et donc, si on voulait insérer cette brique-là dans le contexte de Vitam, ça rajoutait tout un tas de contraintes. Et donc, finalement, malheureusement, il valait mieux repartir de zéro pour faire cet outil-là. Donc, on a commencé ces réflexions, c'était pendant l'été 2019. On a eu quand même un certain nombre de tâtonnements. Il a fallu que les développeurs aussi montent en compétences sur le CEDA, et c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et donc, ça s'est fait progressivement. Et on a commencé réellement les développements consolidés sur l'application consolidée à partir de la fin d'année, fin 2019, janvier 2020. Dès le début, l'idée, c'était de penser Pastis de la manière la plus générique possible, pour essayer de se décoller le plus possible du schéma du CEDA, ne pas mettre, par exemple, en dur dans le code les métadonnées du CEDA pour être moins adhérent en cas d'évolution,
Donc, on a un fichier de métadonnées de modélisation du SEDA, un JSON qui permet et qui est interprété après par le code pour pouvoir afficher les métadonnées. On voulait aussi essayer de voir Vitam comme une surcouche par rapport au SEDA, parce que Vitam a certaines contraintes dans son interprétation du SEDA. Donc, on voulait les mettre comme une surcouche du SEDA pour, pareil, essayer de rester générique. Donc, c'était notre ligne de conduite dès le début. Et l'objectif, et même le rêve fou en fait que l'on a et dans lequel on s'est engagé, c'est d'essayer de gommer la complexité du SEDA pour qu'il n'y ait pas besoin d'être un expert plus en SEDA pour arriver à faire des profils d'archivage. Et donc, essayer de rendre la notion de rédaction de profil d'archivage plus facile pour tous les archivistes. Donc, c'est vers ça que l'on veut aller parce que donc au CINES, et voilà, on est vraiment dans une optique de profil d'archivage parce que c'est un gage de qualité pour les métadonnées archivées. Donc, on veut aussi essayer de pousser la communauté vers ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que finalement, ce besoin-là, indépendamment de Vitam, il est commun à l'ensemble des archivistes de France qui ont à faire des profils et qui n'ont pas forcément Vitam à utiliser. Il y avait aussi cette problématique donc, de Sherpa et de son évolution. Et donc, on a discuté de ça avec le SIAF. Et à l'été 2020, on a mis en place une convention avec le SIAF et on a fait un partenariat pour en plus des développements Vitam dans le cadre de Vitam 8 que l'on est en train de faire, pouvoir le décrocher le moment venu et en faire une version autonome. Et donc avoir un outil indépendant de Vitam UI et qui là, pour le coup, ça a été validé par le SIAF, ça les a fait rire, s'appellera Pastis. Donc pour la signification de Pastis, parce qu'au départ, quand même, c'est parti d'une blague en interne d'appeler ça Pastis, parce que c'était dans le sud, c'est cliché et ça faisait rire. Mais il y avait quand même derrière, on a trouvé une signification un peu sérieuse à ça. Et donc, on a la signification, c'est profil d'archivage simple, parce que c'est quand même l'objectif, pour le traitement de l'information en SEDA. Donc, voilà la genèse du projet et ce vers quoi, finalement, on a réussi à l'ouvrir, c'est-à-dire pouvoir offrir à la communauté un outil qu'elle pourra utiliser indépendamment du contexte de Vitam. Par contre, pour faire ça, on n'est pas tout seul, parce que sinon, ça fait un gros périmètre. Donc, les acteurs, déjà au niveau du CINES, on a une super équipe de 5 personnes à peu près, de 5 personnes qui sont impliquées avec des pourcentages d'implication différents. En termes de développeurs, depuis le début du projet, on est à 1,5 équivalent temps plein en termes de dev, et c'est un peu juste. Et puis le partenariat avec le CIAF va nous permettre de grossir l'équipe de dev, et donc on va passer à 2,5, 3 ETP pour la suite. Et puis, pour le reste, il nous fallait aussi quand même se doter des meilleurs experts en termes de profil d'archivage en France. Même si nous, on a une expertise forte côté CINES, elle est propre à notre contexte, et c'était important pour nous aussi de pouvoir élargir ça avec d'autres utilisateurs. Et donc, ça se fait finalement, voilà, c'est les acteurs que je vous ai affichés ici. Il y a les membres du comité de cohérence Vitam UI, qui représentent les différents acteurs impliqués dans Vitam UI. On a aussi la MAC de Vitam, et donc Marion Ville, qui s'est largement impliquée dans, au départ, l'identification des différentes maquettes en UX design pour s'assurer que finalement, la manière de voir la rédaction de profil d'archivage, elle n'était pas propre à Lorraine Béchard et au CINES, mais elle pouvait convenir aussi à d'autres personnes. Et puis, après, on a fait aussi appel à des amis. Et donc, le SIAF, dans le cadre du Pastis autonome, mais aussi les anciens du SIAF qui avaient piloté Sherpa, et donc il y avait une expertise forte sur la partie profil d'archivage. Et puis, les gentils utilisateurs, donc toutes les personnes qui, dans le contexte Vitam, jusqu'à présent, ont pu tester Pastis et nous ont fait des retours précieux. Et puis peut-être vous, qui allez être intéressés aussi pour l'utiliser et qui pourrez après nous faire des retours là-dessus. C'est tout à fait ouvert. Je vous ai mis en début de slide mon adresse mail pour que vous puissiez me contacter si c'était quelque chose qui pouvait vous intéresser. Voilà pour les acteurs.
En termes de périmètre maintenant, donc on va commencer à voir un petit peu plus exactement qu'est-ce que ça fait ce fameux pastis. Donc pour ceux qui ont assisté à la présentation Vitamine hier, j'en ai un petit peu parlé, mais pour les autres, on va voir ça maintenant. Donc pastis, je l'ai un peu dit, ça gère la brique profil d'archivage et profil d'unité archivistique. Sur des fonctionnalités d'import, je veux importer un profil que j'ai déjà fait et le réouvrir pour pouvoir le modifier. Sur des fonctionnalités de création, je pars de rien et je veux créer mon profil. Et sur des fonctionnalités d'export, je veux pouvoir récupérer mon fichier en sortie et, alors ça, c'est pas encore actif, mais l'envoyer dans mon SAE Vitam. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'outil et c'est le point dur et la complexité, elle est là-dessus. Aujourd'hui, dans ce qui est opérationnel et que je vais vous montrer et qui est accessible à tous, c'est la brique profil d'archivage sur des fonctionnalités d'import, de création et d'export pour récupérer son profil, donc son fichier RNG. Ce qui est prévu aussi dans le périmètre, c'est toute la partie connexion à Vitam pour pouvoir récupérer les valeurs des référentiels des services agents, les valeurs des référentiels, du référentiel des règles de gestion, les valeurs de l'ontologie, parce que dans mon profil d'archivage, je peux, pour une règle de gestion, vouloir utiliser, mettre en dur une règle de gestion, et donc plutôt que d'aller récupérer à la main l'identifiant d'un Vitam ou me souvenir de l'identifiant en question, je veux pouvoir automatiquement aller consulter ce référentiel pour sélectionner l'information dont j'ai besoin. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont identifiées et qui ne sont pas encore actives, mais qui viendront dans un second temps. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera de la roadmap. Et ce qui est prévu aussi dans le périmètre, c'est ce que j'ai appelé gestion du référentiel des profils dans Vitam, puisque indépendamment de faire des profils, ça c'est une brique à la limite qui est indépendante de Vitam. Ce que Vitam, lui, permet de gérer, c'est de charger des profils d'archivage et des profils d'unité archivistique pour pouvoir les utiliser dans des contrats d'entrée. Donc, il y a toute cette brique de gestion du référentiel, pouvoir télécharger les profils, les rendre actifs, les désactiver. Et donc, toute cette brique-là viendra aussi ensuite, et à la limite, c'est pas le plus compliqué à faire, donc on l'a plutôt gardé pour la fin. Et puis, en plus, parce que c'est venu dans la liste des discussions, on a aussi, pour les besoins de développement du projet, on a aussi fait un visualisateur du CEDA 2.1. Donc, je vous montrerai un aperçu tout à l'heure de ce que c'est. C'est comment afficher le CEDA sous la forme d'un arbre plié déplié. Voilà, donc c'est une proposition. Ça, pour l'instant, c'était un petit peu le bonus. On n'attendait pas forcément cette fonctionnalité. Elle est venue. Et donc, il va falloir qu'on voit comment on l'intègre dans le portail de Vitam UI et aussi dans le pastis autonome qu'on va livrer. Voilà, je voulais vous le montrer. Donc tout ça, quand même, mine de rien, ça représente à peu près 100 user stories. Plus pour l'adaptation du pastis autonome, c'est-à-dire hors contexte Vitam, c'est en cours d'évaluation, mais il y en a en gros une dizaine d'user stories en plus, spécifiques pour le détacher de Vitam. Donc c'est quand même pas un projet neutre et ça va nous occuper encore pour une année, une petite année j'espère. En termes de fonctionnement, avant de passer à la partie démo, donc comment ça se passe? Donc sur la gauche vous avez les utilisateurs, ils accèdent à Pastis qui est une sorte de formulaire en fait. Pastis lui, il est en lien direct avec le back-office de Vitam pour récupérer les référentiels et donc, alors pas encore, hein, mais permettre de les afficher. Et puis, il a intégré en son sein les spécificités du CEDA 2.1 et il intégrera plus tard les spécificités de Vitam pour guider l'utilisateur et empêcher l'utilisateur d'être incompatible avec le CEDA 2.1 et avec la surcouche Vitam dans le contexte Vitam. Donc, on va le voir, on remplit notre petit formulaire et puis après, on exporte. Et donc, quand on enregistre le profil ou qu'on l'exporte, derrière, il produit un fichier RNG dans le contexte des profils d'archivage et il produira un fichier JSON dans le contexte des profils d'unité archivistique et il le poussera au SAE Vitam. Et puis, on est aussi en train de travailler, on a commencé un peu en mode R&D en fait, on est en train de travailler aussi à un export un peu plus lisible par un œil humain
alors j'ai appelé ça export PDF parce que je voyais ça au format PDF, mais en fait, pour ceux qui ont connu Agap exportait ce qu'il appelait la documentation du profil sous la forme d'une espèce de tableau. Et donc, c'est un peu vers ça qu'on souhaiterait aller, voire mieux, essayer d'avoir une pseudo-modélisation UML. C'est encore en cours et bon, il y aura des allers-retours avec justement le pool d'utilisateurs pour affiner. L'idée, c'est que quand on a à faire un profil d'archivage, on échange avec des services producteurs qui connaissent pas le CEDA par cœur et qui n'ont pas envie de le connaître, heureusement pour eux. Et donc, il faut pouvoir afficher visuellement la structure du profil pour discuter et ajuster ce profil-là. Et donc ça, il nous faut un format visible par un œil humain, donc un tableau ou peut-être un diagramme schéma UML. Donc ça reste encore à discuter. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de passer à la partie démo. Donc, pour ceux qui connaissaient déjà un petit peu Pastis, vous noterez qu'on a maintenant une toute nouvelle adresse pour Pastis accessible à l'extérieur. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est celle-là qui pourra être utilisée, pastis.cines.fr. Et puis, le préfixe CEDAView pour accéder au visualisateur du CEDA. Donc, voilà, là maintenant, je pense que vous devez voir Pastis. Alice, tu me confirmes? Je te confirme, moi je vois, c'est bon. Bon, super, donc ça marche. Tout va bien. Donc, quand on arrive sur l'appli, je le recharge pour qu'on voit le comportement qui se passe. Voilà, on voit qu'en bas, on a eu rapidement les petits bandeaux violets pour dire le modèle de données CEDA est chargé et le profil d'archivage par défaut est chargé. Parce que quand on vous affiche donc le contenu de Pastis, ça charge par défaut un profil d'archivage en CEDA Lite pour pas partir de feuilles vides en fait et que vous ayez toutes les métadonnées à rajouter. Donc il y a un minimum de métadonnées qui sont à minima celles qui sont obligatoires. Et alors là, aujourd'hui, il y en a encore un petit peu plus, mais à terme, ça sera que celles qui sont obligatoires. Donc, sur la composition de la page. Désolée, Lorraine, micro activé, je vais essayer de désactiver parce que ça résonne. Ouais, je le fais tout de suite. Voilà, Okay, c'est bon. merci. C'est bon. Donc, je reprends. Sur la composition de la page, alors là, aujourd'hui, c'est un peu vide hein, parce que c'est en cours d'intégration à Vitamui, donc c'est pas vraiment intégré. Il y a un début de charte propre à Vitamui, et donc ce bandeau en haut qui est vide, à terme, c'est là où va se rajouter toute la charte Vitamui avec les logos, la gestion, le lien vers le portail et la gestion des utilisateurs. Donc c'est pour ça que c'est un peu vide. Ce que l'on peut voir, c'est que sur la gauche, on a un menu contextuel qui peut se fermer si on veut gagner de la place sur l'écran ou se réouvrir. Et donc, on a découpé le CEDA en plusieurs parties. Une partie en tête du CEDA, donc qui comprend toutes les métadonnées qui sont à la racine. Une partie règles qui correspond au bloc management metadata. Une partie arborescence qui correspond à toute la partie descriptive metadata pour afficher les différentes unités d'archives. Et puis une partie objet pour les métadonnées techniques sur les fichiers. Et puis, à terme, il y aura aussi cet onglet-là, profil, qui permettra d'afficher la notice du profil d'un Vitam. Pour l'instant, comme on n'est pas raccordé à Vitam, on a mis une jolie image. Donc, si je reviens sur le premier onglet, par exemple, en tête, on voit ici l'arborescence que j'ai dans mon profil. Sur la partie droite de la page, on a l'équivalent de cette arborescence par rapport à là où on est positionné. Là, on est sur le niveau racine. Donc, on a la même chose qui s'affiche ici et ici. Et là, on peut voir qu'on affiche donc la liste des métadonnées qui sont dans mon profil d'archivage à ce niveau-là. En haut, on a, alors, c'est pas encore abouti, mais on aura un fil d'Ariane pour arriver à se retrouver dans le parcours de notre profil. Et puis là, on a les petits boutons pour importer un profil, on le fera après, l'enregistrer. Et puis là, pour l'instant, ce n'est pas encore actif, mais il y aura des fonctionnalités de paramétrage. Ce qu'on voudrait faire, aujourd'hui, on affiche par exemple les métadonnées du CEDA. Ce qu'on voudrait faire, c'est un peu comme faisait Agap, pouvoir switcher. Je veux afficher du langage français, et donc par exemple identifiant du message, la traduction en fait qu'on aura donnée, ou je veux afficher les balises du CEDA
en fonction de son niveau d'expertise en CEDA, on peut être plus confortable dans un sens ou dans l'autre. Donc, voilà ce que je voulais dire pour ça. Donc, ici, on voit que quand on passe sur une balise, on a la définition du CEDA qui s'affiche. Et ici, on peut voir que donc, quand on clique sur une métadonnée simple, on rentre dans cette métadonnée-là. CodeList version est une métadonnée complexe, mais qui n'a pas d'enfant dans mon profil, donc elle n'a pas le petit chevron. Et si je clique dessus, j'ai un petit message qui me dit que elle n'en a pas et que si je veux l'utiliser, il faudrait que je lui rajoute des métadonnées. Donc, on le verra après, mais donc là, je peux rajouter des métadonnées. Et donc, pour les métadonnées qui sont complexes et qui ont des enfants, si je clique dessus, ça m'affiche à droite ces enfants et le chevron se déplie et je vois ces enfants ici aussi. Si je veux retourner sur la liste de mes métadonnées sur l'onglet en tête, je vais à la racine et là, je reviens avec toute mon arborescence sur l'entête. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre à ce stade-là? Ce que je peux vous montrer aussi, c'est que donc, sur cette partie-là de paramétrage des métadonnées, donc j'ai montré il y a la définition. On peut ici saisir une valeur. Alors là, ça ne fait pas sens, mais on va le faire pour d'autres métadonnées tout à l'heure pour le tester. Je peux saisir ici une valeur. Je peux paramétrer aussi la cardinalité dans la mesure de ce que le CEDA autorise. Donc là, on voit bien que je suis sur des métadonnées qui sont obligatoires en CEDA, donc je ne peux rien faire d'autre que constater qu'elles sont obligatoires. Et je peux aussi ajouter un commentaire. Donc, si je veux rajouter une métadonnée, je clique sur mon bouton « Ajouter une métadonnée » et donc là, j'ai une pop-up qui s'ouvre et qui m'affiche seulement les métadonnées que je peux rajouter à ce niveau-là dans le CEDA. Donc, j'ai une fonctionnalité de recherche. Alors, bon, là, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pas trop sens. Tout à l'heure, je vous la montrerai quand on sera dans l'onglet arborescence. Et donc là, admettons, je veux rajouter la balise comment et je veux rajouter archival agreement. Donc, je les sélectionne, elles se rajoutent là et je les ajoute. Et donc, j'ai un petit message en bas de manière temporaire qui m'explique que ça c'est bien ajouté. Et ici, je vois que comment et archival agreement se sont rajoutés à l'endroit où elles sont dans le CEDA. Et donc, je vois que comment, lui, il est beaucoup plus libre en termes de cardinalité. Donc, je peux lui donner les cardinalités que je veux, le rendre obligatoire, par exemple, ou multiple. Et je peux aussi, si je veux, lui écrire un commentaire et il me le garde en saisie. Archival agreement, par exemple, si je veux mettre mon contrat d'entrée, je peux lui mettre le nom du contrat d'entrée. L'idée, à terme, c'est qu'ici, on puisse faire appel directement au référentiel des contrats d'entrée pour avoir à le sélectionner dans une liste et pas avoir à le saisir à la main comme ça. Mais ce n'est pas encore prévu pour tout de suite. Et puis, je me rends compte que je me suis trompée sur comment, finalement, je ne la voulais pas. J'ai un petit menu contextuel où je peux supprimer la métadonnée. Alors, dupliquer, pour l'instant, la fonction y est, mais en fait, elle n'est pas du tout active. Et d'ailleurs, elle ne s'applique pas bien. À terme, il faut que dupliquer apparaisse que sur les métadonnées qui sont duplicables, si on veut en créer plusieurs, pour ne pas avoir à repasser par la pop-up d'ajout de métadonnées et pouvoir les rajouter de manière rapide. Et puis, si la métadonnée a des attributs, je peux les visualiser ici. Et donc, on voit que comment a un attribut qui est un attribut langue. Alors, pareil, quand on survole, ça affiche la définition, sauf qu'il n'y a pas de définition sur les attributs en CEDA pour l'instant, donc ça affiche nul. Mais à terme, il va falloir qu'on fasse évoluer au sein du copil CEDA pour qu'il y ait des définitions sur les attributs. Donc, pour mes attributs, je peux aussi leur rajouter une valeur fixe, un commentaire. Et si je veux les utiliser, il faut que je les sélectionne. Si je ne le sélectionne pas, la pop-up me montre qu'il y a des attributs, mais ils ne seront pas présents dans mon profil. Si je le sélectionne, ça rend mon attribut obligatoire dans mon profil. Donc là, je ne vais pas le sélectionner, on le fera tout à l'heure sur l'onglet arborescence plutôt. Donc voilà pour cet onglet-là. On peut changer d'onglet si vous voulez, voir sur les règles. Donc là, il n'y avait que ces deux balises que j'ai mis par défaut. Dans mon profil, enfin dans le profil que Pastis charge par défaut, on n'a mis que celle-là. On peut en rajouter d'autres si on veut. Par exemple, on peut rajouter Archival Profile, parce que si on fait un profil d'archivage, a priori, la métadonnée Archival Profile va être présente dans le profil.
on pourrait rajouter par exemple appraisal rule. Et donc, quand je les rajoute, elles se rajoutent là. Et sur appraisal rule, je peux aller mettre une règle ou paramétrer le sort final que je veux utiliser. Donc, keep, ou finalement, je vois que je ne veux pas finalement paramétrer de sort final. Donc, je peux resélectionner une valeur vide. Et donc là, le bloc appraisal, quand je reviens là, lui, n'est pas obligatoire. Je peux le rendre obligatoire si je veux. Par contre, dans appraisal, il m'a automatiquement embarqué les métadonnées qui étaient obligatoires en CEDA pour que je ne fasse pas d'erreur et que je n'oublie pas de les mettre. Mais si je veux, il y a d'autres métadonnées dans appraisal rule qui, elles, sont facultatives en CEDA et que je peux rajouter. Et donc là, ça ne marche pas pour l'instant, mais donc à terme, il faut qu'ici, dans la pop-up de métadonnées, il y ait aussi la définition qui s'ajoute, qui apparaisse ici. Donc là, pour l'instant, on a mis définition, mais donc ça, à terme, il y aura la définition pour qu'on puisse savoir aussi quel est le sens de la métadonnée. Donc, si je change d'onglet et que je vais sur l'onglet arborescence, qui est quand même l'onglet principal finalement en tant qu'archiviste que l'on va utiliser, donc je vois ici que j'ai ma racine unité d'archive. Donc, par défaut, pour ne pas arriver sur une page vide pour l'instant, mais ça va certainement évoluer, le profil par défaut que charge Pastis contient une unité d'archive. Et si je veux rajouter une sœur à mon unité d'archive, je la lui rajoute comme ça, de manière rapide. Si je veux rajouter un enfant, une unité d'archive enfant à mon unité d'archive ici, je la lui rajoute comme ça et elle apparaît ici. Alors, pour l'instant, elles s'appellent toutes Archive Unit, ce qui est quand même pas très pratique pour savoir où on en est quand on en crée beaucoup. Il est prévu assez rapidement, je pense, mais en tout cas, il est prévu que l'on puisse, à la volée ici, en cliquant dessus, avoir un curseur et pouvoir renommer pour l'application Pastis, seulement en termes de confort pour l'utilisateur, renommer l'unité d'archive pour lui donner un nom qui nous parle, parce que sinon, quand on a une arborescence un peu complexe, après, on ne sait plus où on en est. Donc, si je regarde ce que j'ai mis, ce qui est par défaut chargé par Pastis dans mon unité d'archive racine, par défaut, on y met un niveau de description level. Donc, on a la liste du vocabulaire autorisé en CEDA. Donc, je peux sélectionner quelque chose et je peux aussi ne rien imposer dans mon profil. Je peux bouger sa cardinalité. Et puis, on a mis aussi title, qui, même si tous les deux sont facultatifs en CEDA, de mémoire, ils sont obligatoires dans Vitam. Donc, il y aura, quand on va intégrer les surcouches Vitam, une indication, on va voir comment on le prend en charge, mais il y aura cette indication comme quoi ça doit être présent dans le contexte Vitam. Et dans tous les cas, aujourd'hui, on les a rendues présentes par défaut pour ne pas les oublier, mais c'est seulement dans l'unité d'archive qui est chargée par défaut. Si je vais dans celle que j'ai rajoutée là, on voit qu'elles sont vides et que si je veux en faire quelque chose, il faut que je leur ajoute du contenu. Alors d'ailleurs, il y a un bug parce que là, le content s'est bien mis et là, il ne s'est pas mis. C'est normal, c'est l'informatique. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre à ce niveau-là? Je voulais, ah oui, voilà, sur la partie title, je voulais vous montrer l'export. Admettons, j'utilise l'attribut langue. Donc, je veux que l'attribut langue soit présent. Parce qu'au CINES, on milite pour utiliser les attributs langue dans title. donc, je vais lui mettre, et comme valeur fixe, comme je sais que je travaille avec un vocabulaire français, dans mon modèle de données, les données que je vais archiver, je vais mettre FR1. Et je vais rendre le titre obligatoire. Donc, comme ça, on prépare l'export et on ira vérifier ces informations-là ensemble après. Et puis, finalement, dans mon content de haut niveau, j'ai souvent beaucoup plus de métadonnées que ça, donc je vais pouvoir ajouter d'autres métadonnées. Donc là, j'ai toutes les métadonnées qui appartiennent au content. Et par exemple, title qui est répétable, et bien du coup, il apparaît encore parce que je pourrais rajouter encore un title. Par contre, une métadonnée qui est unique, alors je crois que celle-là doit l'être, par exemple, Originating System ID de mémoire. Non, elle n'est pas unique, c'est pas une mauvaise pioche. Bon, enfin, peu importe, ça va me revenir là. Mais une métadonnée qui serait unique en CEDA, à partir du moment où je l'ai sélectionnée ici, elle n'apparaîtra plus dans la liste et je ne pourrai pas la resélectionner. Tout ça pour que le CEDA, enfin pour que Pastis ne m'incite pas ou ne me permette pas de faire des erreurs sur le CEDA. Et donc, je peux ici chercher une métadonnée. Donc, admettons, je veux rajouter un agent, writer, et il est loin dans la liste parce que c'est W. Donc, voilà, je commence à saisir et ici, il va me trouver ma métadonnée.
Encore faut-il que je connaisse un minimum le vocabulaire du CEDA et que je sache que la métadonnée s'appelle writer. Donc là, je peux le rajouter et du coup, il va me le rajouter dans, dans l'arborescence sur la gauche et là sur la droite. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Sur cet onglet-là, c'est tout. Sur l'onglet objet, donc c'est là où on va retrouver la partie fichier numérique. Donc par défaut, comme Vitam préconise plutôt de mettre les fichiers dans des data objects, groupes, par défaut, le profil qu'on a mis intègre un data object group avec un binary, puisque c'est l'usage principal, et un certain nombre de métadonnées, soit parce que Vitam va les rendre obligatoires, mais là, on ne charge que le modèle CEDA, donc ça n'apparaît pas, soit parce que oui, voilà, parce que Vitam, parce qu'elles sont obligatoires en CEDA ou importantes. Ce que je peux vous montrer, c'est que, donc, message digest, sur la partie attribut de métadonnées, c'est une des rares métadonnées en CEDA qui a un attribut obligatoire. Donc, par défaut, l'attribut est coché et il est grisé, donc vous ne pouvez pas le décocher. Donc, il sera obligatoirement dans l'export et vous n'avez pas la main là-dessus pour éviter toujours les erreurs avec le CEDA. Donc voilà, sur la construction du profil, ce qu'on peut faire, c'est aller mettre une valeur ici, écrire pour voir un peu ce que ça donne dans l'export. Est-ce que j'ai écrit un commentaire quelque part? On va mettre un ici et on va sélectionner ici une valeur. Voilà. Donc maintenant, si j'exporte mon profil, hop, il me met un petit message pour me dire qu'il a été généré et je le récupère ici. Je vous le montre. Là. Alors, hop, donc amis du RNG, bonjour. Voilà à quoi ressemble un profil d'archivage en RNG. Donc j'ai mon profil exporté. Et donc si on va chercher pour archiver l'agreement, on voit qu'ici il m'a mis ma valeur que j'ai écrite tout à l'heure, une test 00. Il m'a mis pour le comment le commentaire dans un champ donc commentaire en RNG. Si on fait une recherche sur title, hop, ah bon, il est là, oui, d'accord. Bon. Donc tout à l'heure, on avait rajouté donc dans description level un commentaire aussi et on avait assigné la valeur collection et on avait mis un attribut langue avec une valeur FRA et on lui avait mis une chaîne de caractères à mon titre. On avait rajouté aussi une balise originating agency et un court name. Et là, oui, comme tout à l'heure, il m'a pas mis le content, il n'est pas content parce que du coup, il lui manque un content parce qu'il y a un problème d'export. Donc voilà sur la partie export RNG. Ce que je voulais vous... Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. On peut faire peut-être une pause de questions sur Pastis maintenant ou on y reviendra après. Oui, bien sûr. On peut répondre à des questions en effet maintenant. Il n'y en a pas en ligne. Je vais enchaîner sur la démo rapide du visualisateur CEDA. Ouais. Et après, on va parler plutôt de la roadmap et donc des évolutions à venir. Avec le calendrier. Il y a des questions, en effet, ça peut être... Alors, il y a une main levée pour Loïs Lermet. Est-ce que vous pouvez prendre la parole ou est-ce que j'ai dû bloquer votre micro? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, s'il vous plaît, je voulais juste savoir, est-ce que Pastis peut faire apparaître les métadonnées obligatoires qui sont renseignées automatiquement? Est-ce que c'est visible? Ça veut dire quoi qu'ils sont renseignés automatiquement? Par exemple, dans les métadonnées techniques des objets, l'URI, c'est le... ça va pas être renseigné manuellement. Ah oui. Ça va être... donc, comment est-ce qu'on peut distinguer ces métadonnées-là? Comme la date du transfert aussi. Là, on est sur le profil. Donc, le profil, c'est ce qui va donner les règles de ce qu'on attend dans les paquets. Oui. Donc, du point de vue profil, on n'a pas la visibilité de ce qui va être renseigné automatiquement ou pas, parce que des fois, ça peut varier aussi selon les contextes. Donc, dans le profil, c'est sûr que, par exemple, sur URI, là, valeur fixe, on ne va jamais rien renseigner, a priori. Par contre, l'action qu'on a dans le profil, c'est de dire, URI, je veux qu'il y ait toujours une URI dans mes paquets, donc je vais la rendre obligatoire.
ça, c'est l'action nous, archivistes, on va pouvoir faire au niveau du profil pour rendre cette métadonnée obligatoire. Pareil, au niveau de l'entête, donc là, pour le coup, message identifier, il est déjà obligatoire puisque c'est EDAT, c'est déjà le cas dans le CEDA. Et donc, on ne peut pas aller au-delà de ce que le CEDA rend obligatoire, et après Vitam aussi, parce que ce qu'une application va pouvoir permettre de remplir automatiquement, ça va varier d'une application à l'autre. Par exemple, là, si je rajoute, non, je suis pas au bon niveau. Si je rajoute ici le bloc format identification. Donc, dans format identification, on a plein de métadonnées, mais moi, je ne sais pas, l'appli, si elle va pouvoir ajouter le mime type à chaque fois ou pas. Donc, ça, c'est vraiment projet par projet qu'on va pouvoir avoir cette discussion-là et dire, ben là, j'ai une appli qui va être capable de le fournir, donc je veux le rajouter, mais peut-être qu'elle ne va pas me le donner tout le temps, donc je le laisse facultatif. Par contre, l'ID, je crois qu'il est peut-être déjà obligatoire. Non, l'ID, par contre, je le veux absolument et il faudra qu'elle me le donne, donc je le rends obligatoire. Mais ici, on est d'accord que dans un profil, ça ne fait pas sens de mettre une valeur. C'est le D'accord, il n'y paquet a pas qui lieu contiendra la valeur. de mettre une valeur fixe dans ces métadonnées-là. Au niveau du profil, non. Et alors, pour l'instant, ça n'est pas encore actif parce que c'est pareil, ça va arriver petit à petit. Mais dans l'objectif et dans la vision que j'ai d'un pastis qui aide au maximum l'utilisateur, c'est des petits i d'informations aux endroits pertinents pour guider l'utilisateur pour justement cette confusion qu'il peut y avoir, paquet d'archives profil, et savoir à quel niveau on met des valeurs fixes et à quel niveau ça ne fait pas sens. Ça, il faut que Pastis puisse le prévoir. Alors peut-être qu'il faudra faire une page à part pour de tutos ou de conseils pour faire des profils correctement. Enfin, ça reste encore à mûrir de notre côté, mais cette ambiguïté-là, il faut qu'on la lève parce qu'elle revient souvent, et surtout sur la partie objet. Finalement, quand on fait un profil d'archivage, sur la partie objet, a priori, on a besoin de déclarer qu'un seul objet et on va lui paramétrer les métadonnées types qu'on attend dans notre paquet pour cet objet-là. On ne va pas pouvoir aller au-delà. D'accord, je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Oui, oui, merci. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à cette étape? Non, pas d'autres commentaires, interrogations? Sinon, Lorraine continuera et on pourra rediscuter après. Ok. Oui, Bon, de toute façon, c'est pas fiché dans le marbre, on y reviendra après. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était la deuxième URL, donc le CEDAView. Donc, ça n'invente rien, grosso modo. Hein, on est sur ce qui existait déjà quand on est sur les visualisations, notamment SVG du CEDA, que j'ai beaucoup utilisé pour Pastis. Mais on s'est dit que ça pouvait apporter un plus aussi aux utilisateurs. Donc, on a l'arborescence du CEDA avec un tag en fonction de l'élément pour savoir s'il est complexe, donc s'il a des enfants, s'il est simple ou si c'est un attribut, et un code couleur différent pour la cardinalité. Le code couleur peut être amené à changer aussi parce que je pense qu'entre les bleus, là, c'est pas forcément évident. On a essayé d'être dans la mouvance de l'accessibilité et donc d'éviter le vert et le rouge pour les daltoniens notamment. Mais donc là, par exemple, voilà, je déplie. Donc quand je survole ma métadonnée, j'ai la définition qui s'affiche. Et donc si je déplie, petit à petit, ça me montre. Alors après, ça peut devenir assez vite illisible, hein, mais voilà, ça peut être utilisé, ça peut évoluer aussi en fonction de vos retours. C'est pas ce qui va passer en priorité dans notre charge de travail, mais c'est une proposition qu'on fait à la communauté et puis à voir si on la maintient ou si c'est pas nécessaire. Voilà, je sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux montrer? Non, il n'y a rien de plus que ce qu'on voit. Est-ce que vous avez des questions? Des commentaires? Donc, si je reprends le fil du PowerPoint, donc on a fait la partie des mots. En termes de roadmap maintenant, donc voici l'étendue des fonctionnalités telles qu'on les a identifiées que doit couvrir Pastis.
Donc, comme je vous le disais au début, on a bien une brique majeure de création de profils d'archivage et de profils d'unité archivistique, et on a une brique plus petite de référentiel des PA et des PUA dans Vitam. Avec, donc, sur la brique de création, les fonctionnalités d'import. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous montrer. J'ai oublié de vous montrer la fonctionnalité d'import. Je savais que j'allais oublier des trucs. Donc, fonctionnalité d'import, d'édition et d'export. Alors, je suis désolée, je reviens en arrière pour vous montrer ce que ça peut donner avec en important un profil un peu conséquent, donc qu'on a eu à faire avec Pastis dans le cadre d'un projet avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Donc, profil avec donc le plus intéressant, donc bon, je vous montre les métadonnées, c'est pas là où c'est le plus chargé, hein, mais en termes d'arborescence, là, on a donc une unité d'archive à la racine. Donc, pour l'instant, comme on ne peut pas les renommer, on se sert du commentaire pour arriver à s'y repérer un petit peu, qui contient quand même un certain nombre d'enfants. Donc, je ne vais pas tous les détailler, mais là, on voit du coup les différents enfants. Donc, pour info, c'est un profil d'archivage pour décrire des séances de conseil d'administration d'une université. Donc, c'est le process qui est identifié ici. Donc, un paquet étant l'ensemble des documents qui doivent être archivés suite à une séance d'un conseil d'administration. Et donc, je crois qu'il y a, si je descends là, voilà, le niveau de profondeur le plus long. Donc, je crois qu'il y a 4 niveaux de profondeur d'unités d'archives. Donc là, on voit bien aujourd'hui que sans renommer les unités d'archives, c'est juste l'angoisse. Et donc, on est obligé vraiment de se servir des commentaires pour arriver à se repérer. Et donc, après, on voit que sur les unités d'archives plus en profondeur, il y a beaucoup moins de métadonnées que la première, par exemple, ici, où voilà, on en a déjà un petit peu plus. Et donc, voilà ce que ça peut donner en utilisation. Et donc, pour faire ça, une fois qu'on maîtrise l'outil, c'est assez rapide, hein. Après, là, la complexité, c'est vraiment de ne pas s'en mêler les pinceaux dans les unités d'archives. Mais sinon, un profil un peu plus simple, en 3/4 d'heure, 1 heure, du moment qu'on sait ce qu'on veut y mettre, c'est fait, quoi. Donc, c'est vrai que quand on a pu commencer à s'en servir de manière opérationnelle, on était content. Ça nous a fait plaisir. On s'est dit que ça, vraiment, ça servait à quelque chose dans notre utilisation, nous, CINES en tout cas. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc si je reviens sur le PowerPoint, hop, là, voilà. Pardon pour le détour. Donc sur la story map de Pastis. Donc aujourd'hui, on est sur le stade du MVP qui est livré depuis cet été. Alors il y a eu une première version de MVP cet été, puis il y a eu pas mal de petits bugs. Les attributs n'étaient pas complètement finalisés. Donc voilà, on a fini de corriger ces trucs-là. Et donc, ce qui a été livré comme fonctionnalité, c'est de pouvoir importer un profil. Alors, pas un profil qui vient de Sherpa, hein, parce que il y avait c'est vraiment un profil qui vient de Pastis, éventuellement qui aurait été retouché à la main, et du coup, il détecte quelques erreurs s'il y a eu des retouches. Mais les profils de Sherpa sont beaucoup plus touffus en termes de contenu que les profils que l'on fait nous, et on n'était pas du tout capable de gérer ces trucs-là. Et en plus, Sherpa fait du C 2.0, donc il y avait dans tous les cas un problème de compatibilité. Donc on n'a pas investigué cette voie-là. Donc après, vous l'avez vu, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un profil, on peut le modifier, paramétrer ses métadonnées, et tout ça conforme au CEDA 2.1. Conforme jusqu'à ce qu'on s'aperçoive encore qu'on a des petits bugs. Enfin, juste honnêtement, le CEDA 2.1 est tellement complexe qu'on a encore de temps en temps des petites surprises et qu'on en apprend encore un petit peu. Donc le modèle de données sur lequel repose Pastis peut évoluer si vous constatez des incohérences. Voilà. Il y en a eu dans les tests utilisateurs, donc c'est encore possible, et c'est justement par les retours d'utilisation qu'on va améliorer le produit. Et donc la brique d'export. Ce qui est prévu là, donc là on démarre la V2, ce qui est prévu en V2, c'est toute la brique profil d'unité archivistique. C'est aussi toute la brique, enfin tout ce qui est amélioration de l'aide aux utilisateurs. On a encore des interfaces utilisateurs, des UX design en fait, qui ne sont pas implémentées, donc il nous faut améliorer encore un peu ça. Il y a des améliorations sur les fonctionnalités à prévoir. Comme je vous disais, le choix
entre un langage CEDA ou un langage naturel sur le nom des balises. Ce fameux export PDF ou enfin export visible œil humain sur lequel il faut qu'on travaille. Donc c'est tout ce qui va nous occuper là sur les prochains mois, sachant que, on va le voir après dans la roadmap, mais on veut d'abord commencer à travailler sur les PUA, parce que au côté CINES, on en a besoin là. Pour la fin de l'année, il faut qu'on puisse arriver à faire des PUA, donc il faut qu'on mette les renforts là-dessus. Et donc sur la V2, on est encore en tronc commun, c'est-à-dire détaché du contexte Vitam pour aller faire toutes les fonctionnalités qui sont communes et à tous dans la V2. Et donc on détachera les choses au moment de la V3, où on va avoir donc des fonctionnalités propres au raccordement à Vitam UI, donc tout ce qui est les liaisons avec Vitam, le respect des contraintes de la surcouche Vitam sur le CEDA, les imports des référentiels Vitam, et puis les inputs et outputs de profil vers Vitam. Et ce que je disais tout à l'heure, toute la partie gestion du référentiel des profils dans le SAE, donc avec la visualisation, le fait de pouvoir les supprimer, les dupliquer, les télécharger, modifier la notice, les rendre actifs, inactifs, voilà, toutes ces couches-là. Et puis, donc, en parallèle de ça, il y aura une branche spécifique pastis autonome ou pastis indépendant pour packager l'outil. Et donc ça, il faut qu'encore on travaille sur le packaging, savoir ce qu'on veut. Et rajouter aussi les briques d'import de référentiel, parce qu'on va rajouter ce Vitam, mais il faut que dans un pastis autonome, on puisse uploader ses propres référentiels pour pouvoir les utiliser de la même manière que dans Vitam. Donc en termes de roadmap, donc voilà, septembre 2020, on avait la livraison du MVP à peu près à Vitam UI. Donc il va y avoir ce MVP-là, on va le packager quand même dans Vitam UI, donc il sera distribué dans Vitam UI, dans la livraison, dans la V1, enfin dans le MVP de base par exemple, il va y avoir la brique pastis MVP, donc celle que je vous ai présentée. Et puis en parallèle, on continue sur une version indépendante. On a un nouveau développeur donc, qui est en cours de recrutement. Et donc là, on va démarrer la V1 quelque chose, ou V2 bêta là, sur les PUA. Donc on espère avoir pour fin d'année, début d'année prochaine. Au printemps, une V2 finalisée. Et puis après, hop, on part sur deux branches. Une branche spécificité Vitam et une branche pastis autonome pour fourniture après au SIAF, donc d'ici un an à peu près. Donc, du coup, de fonctionner comme ça nous permet en fait de sortir du contexte du Vitam UI qui quand même rajoute une surcouche technique et qui est gourmande en termes de ressources et qui nous aurait pas forcément permis d'avoir cette URL pastis.cines.fr accessible pour avoir un outil accessible à tous. Donc là, a priori, pour l'année, cette adresse-là, elle va marcher et elle va être régulièrement mise à jour au fur et à mesure qu'on aura des versions, des améliorations propres à pousser dessus. On fera des mises à jour pour que pendant un an, la communauté des archivistes puisse faire des profils d'archivage et après des profils d'unité archivistique. Et à la fin du projet de développement, ça reste encore à voir avec le SIAF, comment l'outil est distribué. Ça sera peut-être pas une version en ligne comme les Sherpas, peut-être plus un outil à installer chez soi. Donc ça reste encore à discuter. Il y a des coûts derrière qui ne sont pas négligeables. Donc on ne pourra pas peut-être faire tout ce qu'on voudra par rapport au coût de packaging qu'il y aura. Voilà, j'en ai fini pour moi. Je cherchais une image pour trinquer avec Pastis, j'ai trouvé ça là, j'ai trouvé ça rigolo. Donc, je vous invite à discuter. Si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, moi, je vais ouvrir le débat tout de suite, puisqu'il y en a deux en ligne. Anne-Robert, est-ce qu'elle peut parler? Ou sinon, je les reprends, mais sinon, expliquer ses questions. Alors, il y en a une, c'est... je n'ai pas le micro, d'accord. Les différents profils des archivistes seront accessibles à toute la communauté, par l'interrogation? Alors, très bonne remarque. L'outil Pastis, vous l'avez vu, hein, c'est un outil, alors je vais le remettre comme ça fait un support. C'est un outil qui ne garde pas en mémoire vos données pour ne pas gérer notamment les problèmes de
de connexion et de droit. Par contre, Vitamui, lui, il y aura une authentification, mais ça sera dans votre contexte propre. Mais on a bien conscience que le partage d'une banque de profils, c'est un besoin qui est pertinent, qui avait été identifié pour Sherpa, mais qui n'était pas forcément bien adressé par Sherpa, parce que tous les profils que l'on fait, ils se retrouvent du coup dans un pot commun, et donc ça devient une grosse corbeille avec n'importe quoi dedans. L'idée qu'on a discuté avec le SIAF, c'était d'avoir, alors dans le pastis, peut-être sur une sorte de page d'accueil où on aurait justement ces tutos d'utilisation, un lien vers une banque de profils qui serait gérée par le SIAF et où il y aurait un dépôt volontaire. Et donc, on serait incité quand même au moment de l'enregistrement, peut-être dans la pop-up. Alors là, pour l'instant, l'enregistrement, il se fait de manière brute. Hein, j'enregistre et puis il y a ma pop-up qui s'ouvre. Ça ne va plus marcher, je sais pas pourquoi. Mais dans les interfaces utilisateurs qui sont prévues, c'est une pop-up. On choisit si on veut enregistrer en local, dans Vitam, ou il y aura plus de paramétrage possible à terme. Ah oui, ça y est, ça arrive. Et donc, dans cette fameuse pop-up, là, on pourrait essayer d'inciter l'utilisateur à publier le profil dans une banque de profils. Mais donc, voilà, il y a ce besoin-là, mais on ne veut pas le rendre obligatoire parce qu'on peut faire plein de profils à des tas de brouillons et ce n'est qu'au bout de la 10e opération qu'il sera validé et qu'on sera prêt à le publier. Donc, et ça, c'est une réflexion en cours avec le SIAF et ça demande aussi de leur côté à avoir un espace disponible pour accueillir ces profils. Ok, on interrogera peut-être tout à l'heure. Il y a Mélanie Rebourg et Lénaïque qui étaient, Valérie Carandry, pardon, qui étaient connectées. J'en profite juste pour l'autre question également. C'était plutôt une question de terminologie, je pense. On parle de visualisateur ou de visualiseur dans la mesure où ce n'est pas le même concept. Enfin, interrogation. Alors là, je ne suis pas la reine de la sémantique, donc si vous avez une suggestion à me faire, je suis preneuse. Je ne sais pas. Ça, j'ai passé. Je te ferai suivre s'il y a, il y a une réponse en direct, mais peut-être que. Ouais, parce que là, c'est écrit en anglais, en fait, et donc du coup, j'ai traduit ça, mais j'ai peut-être mal traduit. J'ai fait ça, enfin, honnêtement, comme vous voulez. Merci Lorraine. Est-ce que du côté du CIAF, il y avait quelque chose à rajouter par rapport à la question précédente sur les profils disponibles et en lien avec le travail fait pour la communauté archive électronique ou pas La question, Mélanie, était autour de est-ce qu'il y aura des profils qui seront accessibles à toute la communauté, est-ce qu'ils seront mis à disposition? Lorraine disait que c'était en discussion entre vous dans la mesure où il faut rendre un espace. C'est pas avec Mélanie. C'est pas avec Mélanie qu'on bosse là-dessus, donc je sais pas si elle est forcément au courant. D'accord. Bon, alors peut-être que voilà, la question est posée. Si elle peut pas répondre, elle a pris la parole. Attends, je crois. Ouais, non, en effet, c'est plutôt le bureau d'Aurélien qui travaille sur le sujet de pastis. Mais comme précédemment, il avait été envisagé de partager les profils, je pense que ça pourrait être intéressant en effet qu'on puisse les mettre à disposition, enfin, ou les partager pour ceux qui veulent. Mais ça rejoint un peu ce qu'on va évoquer demain, ce qui est un peu une plateforme de partage et d'échange autour de l'archivage numérique. Et les profils en font partie. Peut-être qu'ils seraient dans un espace de publication dédié ou peut-être pas, mais c'est des sujets qu'on a en réflexion en tout cas, ouais. Autour d'une sorte de communauté archive électronique. Moi, ça me semble très très pertinent. Et puis, dans tous les cas, vous pouvez déjà tous compter sur les profils du CINES. On pourra les mettre dans la mesure où ils semblent un peu génériques. Hein, et on va pouvoir déjà d'entrée partir avec une base de profils assez alimentée vu le nombre qu'on a et qu'on est encore en train de créer. Donc là-dessus, il y aura de quoi faire, quoi. Ok. Ouais, parce que comme on peut les importer dans Pastis, c'est vrai que ça fait gagner du temps, même si derrière il faut le modifier pour le designer en fonction des besoins de l'entité. C'est vrai que ça fait quand même gagner du temps. Ça peut donner des exemples. Enfin, ça serait quand même utile, quoi. Ouais, l'idée c'est ça en fait, c'est que on fait un premier profil une fois, et donc mais après en fait on va toujours repartir d'un profil qu'on a et qu'on va adapter ou modifier en fonction du contexte parce qu'on ne va pas forcément repartir de zéro à chaque fois. C'est comme ça que moi je vois l'utilisation. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, d'autres questions parmi ceux qui sont présents? Est-ce que je sais qu'en reprenant les raisons pour lesquelles vous souhaitiez vous inscrire à cette séance-là, alors Nathalie.
Bonjour, c'est Catherine Champenois aux AN. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je voulais savoir si, je sais qu'il y a donc la possibilité, enfin c'est en cours de développement, la possibilité de visualiser une schématisation de type UML du profil. Oui. Mais je voulais savoir si également, parce que cette schématisation, elle sera très utile, notamment pour discuter avec les métiers informatiques, mais je voulais savoir s'il était éventuellement envisageable de faire une schématisation de type du CEDA, le visualisateur ou visualiseur ou visual, je sais pas quoi, Ouais. Mais finalement de visualiser son profil de la même manière, sur le même mode, comme ça, dynamique, qui se déplie pour avoir une vue générique de l'arbre finalement qu'on a conçu. Je pense que oui. Je pense que oui. Le problème, c'est que là, tu vois, on n'affiche pas les valeurs. Donc, si dans ton profil, tu as mis une valeur, tu la vois pas. Oui, et donc, oui. Ça me semble incomplet pour moi. Je comprends, c'est sûr que ce sera pas précis, mais ça peut donner une vision, un recul sur voilà, c'est comme une esquisse, hein, l'esquisse qu'on a faite, si elle est correcte ou si on se rend compte que ben non, notre arbre il est pas bon là. Honnêtement, sur cette brique d'export là, tout est ouvert parce que moi j'ai une idée de ce que je veux, mais en fait c'est mon idée à moi et je vais pas l'imposer à la France. Et donc il faut que ça se discute. Et donc on va faire des propositions. Et là, on avait commencé à y travailler dessus cet été, puis c'est resté un peu en plan depuis. On va reprendre le sujet. Je sais pas quand, mais il va falloir qu'on le reprenne. Et là-dessus, ça sera diffusé aussi au niveau du pool des testeurs et des utilisateurs pour avoir les retours, parce que je veux pas tirer les choses dans un sens et que ça corresponde pas aux besoins des autres en fait. Donc tout est encore ouvert. Pour l'instant, j'ai pas montré en fait ce qu'on a fait parce que c'est assez moche, mais je peux vous le. Enfin, c'est vraiment un début. Quand je parlais de modélisation UML, voilà, ça pouvait être une sorte comme ça, mais c'est pas encore satisfaisant. On a du mal à positionner les boîtes de manière pratique. Elles peuvent se chevaucher. Enfin, il y a des choses qui marchent pas très bien encore. Donc, je sais pas si on va arriver, en plus parce que c'est assez complexe d'arriver à produire ça. Donc, peut-être ça sera déjà un tableau. Et en effet, parce que si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils m'avaient dit qu'on pouvait afficher le profil sous cette forme-là, et c'est moi qui leur ai dit non, ça convient pas. Donc c'est bien aussi d'avoir le retour des autres, parce que moi c'est pas forcément comme ça que je l'attendais. Je voulais quelque chose qui soit imprimable aussi, et pas forcément dynamique. Ça on peut pas l'imprimer en fait. Donc, ça me semble un peu limité. Mais la discussion reste ouverte. Ok. Lorraine, c'est Emeline, j'en profite, le micro est ouvert. Est-ce qu'il est prévu que l'on puisse ajouter des balises de l'ontologie, par exemple, dans les profils? Alors, ça va venir avec la brique PUA, parce que nous, donc justement, dans l'idée de faire des PUA, c'est de pouvoir rajouter des métadonnées qu'on aura rajoutées dans l'ontologie. Donc, le principe va être le suivant. Je rajoute mes métadonnées dans mon ontologie, et Pastis sait reconnaître les métadonnées taguées en external de l'ontologie Vitam, et sur les endroits où le CEDA permet des extensions, il y aura un petit, je sais pas, un petit icône, un petit truc qui me fera dire que content il est extensible, par exemple. Et à ce moment-là, pour l'instant, c'est pas maquetté, ça, il va falloir qu'on y travaille dessus, mais à ce moment-là, on peut imaginer que là, dans content, je vais avoir un autre endroit où j'ai aller piocher dans les métadonnées de l'ontologie, et je pourrais afficher l'ensemble des métadonnées externales de l'ontologie pour rajouter d'autres métadonnées au même titre que celles qui sont là. Ça va être un truc de ce type. D'accord, merci Lorraine. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Certains disaient que c'était une découverte qu'ils souhaitaient de l'outil. Alors, est-ce que ça correspondait à votre besoin? D'autres qui s'interrogeaient sur l'utilité de Pastis avec Azalae en AD, par exemple.
Oui, il y en avait plusieurs. C'était en gros, c'était en effet une découverte. Par, voilà, donc n'hésitez pas à nous indiquer ce qu'il en est par rapport à ça. Vous avez des questions particulières, des commentaires à faire sur cet outil? Non? Bon, bah, Lorraine, tu as été très claire. Bah, c'est parfait. Et puis, alors, en effet, l'idée, c'est quand même d'arriver à suivre. Donc, je l'avais dit ce matin, je vais le redire sans doute à chaque fois. On ne sait pas trop si on fera ce genre d'événement régulièrement ou pas, ou voilà. Mais l'idée, c'est évidemment que tous les projets dont on vous parle, on arrive ou en passant par nous ou par d'autres biais, puisque comme disait Lorraine, il va y avoir deux voies un petit peu pour Pastis, qu'on arrive à vous informer de tout ça. J'aime beaucoup le concept de Pastis autonome, moi. C'est le terme. Vous avez échappé à plein de titres pour cette séance. Peut-être que vous n'échapperez pas à Pastis autonome. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres commentaires par rapport à cette présentation, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci à tous, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup et rendez-vous pour certains à demain ou ultérieurement. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.